On m'a exécuté en une seule soirée. On ne m'a pas ôté la vie, non, on m'a ôté ma vie, mon identité, mon passé. En quelques heures, je suis passé de fils à étranger, de fiancé à fardeau. Tout cela parce que j'étais le pilier et que le pilier devait être sacrifié pour sauver la façade. Ma fiancée est tombée enceinte de mon propre frère. Et lorsque j'ai demandé des comptes, ma famille n'a pas seulement choisi son camp. Elle a réécrit l'histoire. Elle a fait de moi le méchant, le bouc émissaire, pour protéger le fils en or et l'image de la famille. Ils m'ont collectivement poussé dans le vide. Cette histoire n'est pas celle de ma chute. C'est celle de ce qui se passe lorsque vous touchez le fond et que vous décidez de ne pas remonter, mais de creuser un nouveau chemin, seul, dans le noir. Je m'appelais Adam. Ma vie était définie par ce seul mot, responsable. J'étais celui sur qui on comptait. L'odeur de mon existence était celle du café filtre fort à 6 heures du matin et du papier propre de mon bureau d'analyste. J'aimais la stabilité, le poids rassurant de mes clés dans ma poche, la certitude que si je faisais A, B suivrait. Mon identité était bâtie sur ma fiabilité, sur le fait d'être la fondation silencieuse de la famille. Je passais ma vie à mériter l'amour que mon frère, Michael, recevait sans condition. Je croyais naïvement que la vérité et l'intégrité seraient toujours valorisées par ceux que j'aimais. C'était ma vulnérabilité fondamentale, et ils l'ont utilisée comme une arme. Chloé, ma fiancée. Elle était mon avenir supposé. Je me souviens de l'odeur de lavande de son shampoing, de la façon dont sa main s'insérait dans la mienne comme une promesse de normalité. Nous planifions un mariage, choisissions des couleurs, parlions d'hypothèque. J'existais dans cet état d'espoir stable, la validation de tout mon travail acharné. Je lui faisais confiance, une confiance absolue, aussi solide que le sol sous mes pieds. Mais ce sol était miné. Cette normalité n'était qu'une illusion bien entretenue, un décor de théâtre qui attendait que le rideau tombe sur une farce dont j'étais le seul spectateur ignorant. Elle était terrifiée à l'idée d'être abandonnée, et cette peur l'a rendue complice. Puis il y avait la dynamique familiale. Mon frère, Michael, le fils en or, il avait le charisme, le sourire facile, et une faiblesse morale qui était constamment excusée. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et les secondes chances. Moi, je sentais l'effort. Mes parents, leur amour pour moi était une chose présumée, silencieuse, conditionnée par mon utilité. Leur fierté pour Michael était bruyante, vantarde, inconditionnelle. J'étais l'infrastructure, il était le monument. J'étais celui qui réparait ce qu'il cassait, qui équilibrait les comptes qu'il vidait. Je n'avais jamais réalisé que mon rôle de bon fils était un mensonge qu'ils me laissaient croire parce qu'il leur était commode. Le moment où tout s'est inversé. Chloé, assise sur le bord de notre canapé, évitant mon regard. Les mots « Je suis enceinte », une pause, puis le souffle qu'elle retient. Ce n'est pas le tien. L'air s'est raréfié dans mes poumons. Je n'ai pas ressenti de colère, pas encore. Juste une dislocation, un vertige, comme si le monde physique basculait. Puis la phrase finale, murmurée, « C'est Michael ». Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, écrasant. Le nom de mon frère, suspendu dans l'air entre nous, est devenu le marteau qui allait briser chaque fondation de ma vie. C'était le début de l'exécution. J'ai cherché la justice. J'ai cherché le soutien. Je suis allé chez mes parents, où Michael et Chloé attendaient déjà. Une intervention. J'ai confronté Michael, ma voix basse, tremblante, non pas de rage mais d'incrédulité. Je voulais une explication. Il s'est effondré, pleurant, se présentant comme la victime d'un moment de faiblesse. C'était tactique. Et puis, mes parents sont intervenus. L'air est devenu glacial. La voix de mon père, profonde et non pas furieuse, mais déçue de moi. Il a déclaré que mon agressivité était le vrai problème. Le choc de cette inversion m'a paralysé. C'est là que la guerre psychologique a commencé. Le gaslighting. Froid. Délibéré. « Adam, tu fais une scène ?» dit ma mère, sa voix dure. « Tu la pousses à bout depuis des mois » ajouta mon père. « Tu es distant, froid. » Il réécrivait l'histoire en temps réel. Ma douleur était une attaque contre la famille. Mon choc était une agression. Le mensonge était total, insidieux. Il sous-entendait que j'avais poussé ma fiancée dans les bras de mon frère. J'étais le bouc émissaire désigné pour qu'ils n'aient pas à affronter leur propre échec dans l'éducation de Michael. L'ultimatum. Le coup de grâce. Mon père s'est levé, son visage une pierre. Tu vas accepter cela et nous aider à aller de l'avant, ou tu n'es plus notre fils. Le choix était brutal. Regagner leur amour en avalant le poison ou être banni. J'ai regardé ma mère. Elle ne m'a pas regardé. Elle s'est tournée et a pris Michael, qui pleurait.
dans ses bras. Cet acte physique, ce dos tourné, a été la véritable exécution. Elle a choisi le façade plutôt que la fondation. Elle m'a renié sans un mot. Je suis sorti, le son de la porte se fermant derrière moi. Un clic sec, définitif. L'air froid de la nuit m'a frappé comme un mur. Je suis monté dans ma voiture. Je n'avais que mon portefeuille et mes clés. Ma vie, mes vêtements, mon passé, tout était resté dans cette maison. J'ai conduit sans but. Le silence dans la voiture était assourdissant. J'ai essayé d'appeler ma tante, mon oncle. Personne n'a répondu. Le silence au bout du fil. Ils avaient déjà été avertis de mon instabilité. L'exécution était terminée. Ma vie d'avant était morte, et j'étais le fantôme qu'ils avaient recréé. L'isolement était total. Les premières semaines ont été un brouillard de motel bon marché qui puait la fumée de cigarettes froides et le désinfectant industriel, l'odeur de la javel et du désespoir. J'ai conduit jusqu'à ce que l'argent commence à s'épuiser, atterrissant dans un état voisin où personne ne connaissait mon nom. Je me suis vidé. Je ne dormais pas. L'insomnie était ma seule compagne. Je fixais le plâtre texturé des plafonds, y voyant des cartes de continents inconnus, des lieux où je ne pourrais jamais aller. Je n'étais plus Adam, le fils responsable. J'étais une coquille, hantée par le son de cette porte qui se fermait. Finalement, l'argent a disparu. Ma voiture est devenue ma maison. Une berline compacte n'est pas faite pour dormir. Je me réveillais chaque matin avec le soleil me frappant le visage, mon cou hurlant de douleur à cause de l'angle du siège. L'odeur synthétique et aigre de la tapisserie. Le froid. Un froid humide qui s'infiltrait à travers le métal. Un froid qui pénétrait jusqu'aux os et qu'aucune couverture ne pouvait chasser. Il y avait la honte aiguë de se brosser les dents dans les toilettes d'une station-service en évitant le regard des camionneurs. C'était le fond du trou. Le véritable point zéro. J'ai trouvé un travail. Celui que personne ne voulait. Nettoyeur de nuit dans un complexe de bureaux. L'entretien était une formalité. Mon regard hagard et mes vêtements froissés criaient « désespéré ». J'étais désespéré. J'ai appris le poids d'un seau de serpillière plein. La piqûre de l'ammoniac dans mes narines à 3 heures du matin. Le seul son était le swoosh rythmique et grinçant de la serpillière sur le linoléum, une cadence pour ma nouvelle existence. Je frottais les sols des bureaux de gens qui avaient la vie que j'avais perdue. C'était le prix de la vérité. C'était le châtiment pour avoir refusé d'avaler le mensonge. 6 mois de cette vie. 6 mois de silence presque total. Je ne parlais que lorsque c'était nécessaire. Je travaillais, c'est tout. Méthodique, implacable. Je n'ai pas coupé les coins ronds. Je nettoyais les plaintes que personne ne voyait. Je polissais l'acier jusqu'à ce qu'il brille. Elena, la directrice du site, me regardait. Une femme plus âgée, aux yeux vifs, sans fioritures. Je la voyais sur les flux des caméras de sécurité, observant ma routine. Elle voyait l'homme qui se présentait à l'heure, qui faisait le travail à fond, même quand personne ne regardait. Elle voyait le caractère, pas le fantôme. Une nuit, ou plutôt un matin, vers 4 heures. L'odeur du café rassis flottait dans son petit bureau encombré. Elle m'a fait signe d'entrer. « Adam », dit-elle, sa voix graveleuse. Elle n'a pas tourné autour du pot. « Je me fiche d'où vous venez. Je me fiche de ce qui vous est arrivé. » Elle a pointé un doigt vers moi. « Je me soucie du fait que vous vous présentez. Vous travaillez dur. Vous ne volez pas. » Elle m'a offert un travail. Comptable, assistant, apprenti, un peu de tout pour sa petite entreprise de logistique en difficulté. « Je ne peux pas payer grand-chose », a-t-elle prévenu. Je ne savais pas quoi dire. Je crois que j'ai juste hoché la tête. C'était la première fois en 6 mois, peut-être dans toute ma vie, que quelqu'un validait mon caractère inné, et non le rôle que je jouais pour les autres. Ce n'était pas Adam, le fils, ou Adam, le fiancé. C'était Adam, l'homme qui se présente. Ce fut la première brique. La toute première brique d'une nouvelle fondation posée sur le sol nu du fond du trou. J'ai accepté. La paix était dérisoire. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le travail était éreintant. La logistique est un jeu de chaos contrôlé. Des chiffres, des itinéraires, des chauffeurs en colère, des clients exigeants. Je dormais sur un lit de camp dans l'arrière-boutique du bureau. Ma vie était imprégnée de l'odeur âcre des gaz d'échappement diesel et du son constant du téléphone. Je n'avais aucune formation en comptabilité, aucune expérience en gestion. J'ai appris sur le tas. J'ai dévoré les manuels. J'ai passé des nuits blanches à équilibrer des grands livres que je ne comprenais qu'à moitié. J'ai versé chaque once de mon être brisé dans ces feuilles de calcul. Ma vie est devenue rigide, monastique. Réveil à 5 heures. Travail. Manger. Travail. Dormir sur le lit de camp. Répéter. Pas d'amis. Pas de sortie. Pas de distraction. Le travail était ma pénitence et mon salut.
La douleur de la trahison n'a pas disparu. Elle s'est calcifiée. Elle s'est transformée en carburant. Chaque facture que je classais, chaque camion que je dirigeais avec succès, chaque problème que je résolvais était un petit acte de défi. C'était la preuve que j'existais en dehors d'eux. Je construisais quelque chose à partir de rien. Elena était mon mentor, pas ma mère. Elle était dure, exigeante. Elle ne m'a pas materné. Elle m'a testé. Elle me lançait des problèmes impossibles et attendait des solutions, pas des excuses. Ne me dis pas que c'est cassé, aboyait-elle souvent. Dis-moi comment tu l'as réparé. Je respectais cela. Elle m'a appris à négocier, à être impitoyable quand c'était nécessaire, à faire confiance aux chiffres plutôt qu'aux gens. La confiance entre nous s'est construite lentement, non pas sur des mots, mais sur des actions partagées et des crises surmontées. Les années ont passé. 3, 4. L'homme décharné qui dormait dans sa voiture avait disparu. Le travail était aussi physique qu'intellectuel. Charger des palettes quand un chauffeur manquait, réparer un bureau cassé. Je suis devenu plus fort. Mes mains, autrefois douces d'un travail de bureau, sont devenues épaisses et calleuses. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais un étranger, plus méfiant, plus silencieux, les yeux plus durs, la douceur que j'avais, cette vulnérabilité qui croyait en la justice familiale. Elle avait été brûlée, laissant place à un acier froid. Nous avons grandi. L'entreprise est passée d'un petit bureau de répartition au bord de la faillite à un acteur régional prospère. Nous avons acheté plus de camions. Nous avons embauché des chauffeurs. Nous avons décroché de gros contrats. Elena m'a fait partenaire. Officiellement, sur le papier. J'étais Adam K. J'avais tranquillement modifié mon nom de famille, coupant un autre lien. J'avais mon propre appartement, petit et propre. J'avais des économies. J'avais le respect des gens avec qui je travaillais. J'avais une nouvelle identité, forgée dans le diesel et l'encre. 7 années se sont écoulées. 7 ans de cette nouvelle vie, stérile mais sûre. C'était prévisible. C'était contrôlé. J'avais construit une forteresse autour de moi, faite de longues heures et de discipline de fer. Je m'étais convaincu que c'était suffisant, que c'était la paix. Une paix tranquille, vide, stérile. Je n'avais pas de passé. J'avais seulement un présent fonctionnel. J'étais en sécurité parce que j'étais invisible. J'avais réussi à devenir un fantôme pour ceux qui m'avaient tenté. Ce faux espoir de paix stérile s'est brisé un mardi soir. Une demande d'amis sur un réseau social que j'utilisais rarement, uniquement pour le travail. Un cousin éloigné. Par une impulsion stupide, un moment de faiblesse, j'ai cliqué sur son profil. Et elle était là. Une photo. Michael. Chloé. Ils avaient 2 autres enfants plus jeunes. Et un garçon. Un garçon d'environ 7 ans. Mon neveu, son fils, ils souriaient tous, une image de bonheur domestique. La légende disait « Une si belle famille ». Le voir, cela n'a pas fait mal. Pas comme avant. La douleur aiguë avait disparu. À la place, il y avait une clarté froide et soudaine. Cette vie n'était pas suffisante. Cette forteresse n'était pas sûre s'il pouvait encore m'atteindre, même par l'intermédiaire d'un cousin éloigné. Tant que j'existais sur le même continent, tant que je partageais un nom, j'étais accessible. J'étais encore lié à eux par ce fil numérique. J'ai pris une décision. La dernière. Le lendemain, je suis allé voir Elena. Je lui ai dit que je partais. Je lui ai proposé un plan pour racheter mes parts. Elle a été choquée, triste. Elle savait que j'avais fui quelque chose de terrible, mais elle n'avait jamais posé de questions. Elle a vu la détermination dans mes yeux, la même détermination qu'elle avait vue chez le nettoyeur de nuit des années auparavant. « Va construire ta vie, Adam », m'a-t-elle dit, posant sa main sur la mienne. Pas seulement un bilan. Elle a accepté le rachat. C'était l'acte symbolique de rupture. J'ai liquidé tous mes actifs. J'ai pris ma part, une somme considérable que j'avais gagnée au centime près. J'ai vendu mon appartement, ma voiture. J'ai fait don de presque tout ce que je possédais. Je suis parti avec une valise et un virement bancaire. J'ai traversé le pays, d'une côte à l'autre. Un nouveau climat, un nouvel océan. Dès mon arrivée, j'ai effacé le reste. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. J'ai fermé l'adresse e-mail que ma mère avait connue. J'ai changé mon numéro de téléphone pour un nouvel indicatif régional. J'ai légalement changé mon nom de famille pour de bon. Adam K n'était plus une modification. C'était mon identité légale. La rupture était désormais absolue. Il n'y avait plus de pont. J'avais brûlé le dernier. J'ai trouvé une nouvelle ville au bord de l'océan Pacifique. L'odeur du sel marin, si différente de la puanteur du diesel, était purificatrice. J'ai recommencé, mais cette fois-ci, différemment. Plus petit, plus intelligent. J'ai ouvert ma propre opération de logistique spécialisée. Je n'avais pas besoin d'un partenaire. Je n'avais pas besoin d'une grande équipe.
J'ai tout construit moi-même, brique par brique, selon mes règles. Mon nom, mon entreprise. Le travail était le même, des chiffres, des itinéraires, des problèmes, mais le but était différent. Il ne s'agissait plus de survie, il s'agissait de permanence. Il s'agissait de construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais trouver, jamais toucher, jamais revendiquer. Mon entreprise était mon ancre dans ma nouvelle réalité. C'était la preuve tangible que j'étais mon propre créateur. D'autres années ont passé, 5 de plus. 12 ans au total s'étaient écoulés depuis cette nuit. L'homme qu'ils avaient exilé n'existait plus. J'étais Adam, juste Adam. Je vivais dans une maison minimaliste sur une colline surplombant l'eau. Des lignes épurées, pas de désordre, pas de photographie, pas de passé. J'avais des collègues, pas des amis. J'étais respecté dans mon secteur. J'étais solvable. J'étais calme. La cicatrice était toujours là, bien sûr. Mais ce n'était plus une blessure ouverte. C'était une cicatrice blanche, ancienne. Elle ne faisait pas mal au toucher, mais elle était là, un rappel permanent. Un rappel que l'amour est conditionnel, que la vérité n'est pas un bouclier, que l'intégrité n'a de valeur que pour ceux qui la possèdent déjà. C'était une leçon gravée dans ma psyché. Ma vie m'appartenait. Je l'avais construite de mes propres mains. Les mains qui avaient été douces, puis souillées de graisse et de produits de nettoyage, puis calleuses par la logistique. Je ne devais rien à personne. J'avais excavé ma propre vie des décombres de leurs mensonges. J'étais en sécurité, non pas parce que les murs étaient hauts, mais parce que la porte d'entrée avait disparu. J'avais atteint un état qui ressemblait à de la paix. Ce n'était pas du bonheur, pas au sens où les gens l'entendent. C'était une absence de besoin. Je n'avais pas besoin de leur pardon. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin qu'ils sachent que j'allais bien. J'avais juste besoin qu'ils soient partis. Et pendant 12 ans, ils l'avaient été. Ma routine était d'une simplicité rigide. Café noir avant l'aube. Travail. Une longue marche au bord de l'océan l'après-midi, sentant l'air froid et salé. Lecture. Sommeil. C'était une vie tranquille. Une vie gagnée. Une vie que j'avais défendue en disparaissant complètement. J'avais enfin atteint l'indifférence. Le feu de cette nuit-là, la rage blanche, la douleur insupportable, tout cela avait brûlé depuis longtemps. Il ne restait que des cendres froides et le sol solide que j'avais construit dessus. J'étais en paix. Une paix froide peut-être, une paix solitaire, mais elle était à moi, entièrement à moi. La vérité finit toujours par éclater, mais elle n'a pas éclaté à cause de moi. Je n'ai rien fait, je n'ai jamais raconté mon histoire. La vérité a éclaté, comme toujours, à cause de leur propre hypocrisie. Michael, le fils en or, le centre de leur univers moral corrompu. Il a implosé. Ce n'était pas une erreur momentanée, c'était un schéma de comportement. Il a été pris dans un scandale financier majeur, un détournement de fonds dans l'entreprise de son beau-père. Et pour couronner le tout, il avait une liaison avec la propre sœur de Chloé. Le image de la famille n'a pas été seulement ternie, elle a été annihilée. Et Chloé, le complice désespéré, s'est retrouvée abandonnée, humiliée et financièrement ruinée. La loyauté qu'elle avait achetée en me trahissant s'est évaporée. Alors, amère et vengeresse, elle a fait exploser la bombe originelle. Pour ruiner Michael complètement, pour brûler les derniers vestiges de sa réputation, elle a tout raconté, l'histoire complète, la paternité de son premier enfant, le mensonge collectif, mon expulsion, ma prétendue instabilité. Elle l'a raconté à toute la famille élargie, aux amis, à quiconque voulait l'entendre. Le feu s'est propagé. Quelques semaines plus tard, un email. Il a réussi à passer un de mes filtres anti-spam, venant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'expéditeur, ma mère. L'objet, Adam, s'il te plaît. En lisant ces mots, mes mains n'ont pas tremblé. Mon cœur n'a pas accéléré. Je n'ai ressenti qu'une froide et distante curiosité. Le message était court. Nous avons fait une terrible erreur. Ton frère, la vérité est sortie. Nous avons besoin de te voir. S'il te plaît, Adam. Le mot « besoin ». Pas « nous te devons des excuses ». Pas « nous espérons que tu vas bien ». Juste « nous avons besoin ». Je n'ai pas répondu. L'email est resté là, lu. Puis, une semaine plus tard, les appels ont commencé. Un nouveau numéro, d'un autre état. J'ai décroché par réflexe professionnel. Adam, c'était elle, ma mère. Sa voix était fine, cassée, méconnaissable. Adam? Adam, c'est maman. J'ai écouté. Je n'ai rien dit. J'ai écouté les sanglots, les excuses décousues, le « nous ne savions pas », le « nous étions tellement aveuglés ». C'était le son d'une structure qui s'effondre, le son de quelqu'un qui réalise qu'il a misé sur le mauvais cheval. J'ai raccroché doucement.
Le lendemain, un autre appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Un message vocal. C'était le cousin qui avait posté la photo des années auparavant. Sa voix était pleine d'une fausse compassion. « Adam, mec, j'ai entendu... C'est incroyable. Nous aurions dû savoir. Nous n'avions que leur version de l'histoire. Leur version. Comme s'ils n'avaient pas eu le choix de me croire, moi, l'homme qu'ils connaissaient depuis toujours. Leur culpabilité ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon fardeau. J'ai effacé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Puis, celui auquel je ne m'attendais pas. Un numéro bloqué qui a laissé un message. Michael. Sa voix était pâteuse, ivre. Un monologue décousu, rempli d'apitoiement. Il avait tout perdu. Chloé l'avait quitté, prenant tous les enfants. Il faisait face à des poursuites judiciaires. J'ai tout gâché, Adam. J'ai tout gâché. Puis l'inévitable. Tu dois m'aider. Tu es le seul. Tu as toujours été le responsable. Tu dois arranger ça. Tu dois. L'arrogance, même dans la défaite. L'entitlement du fils en or, intact. J'ai bloqué le numéro. Ils m'ont trouvé. Bien sûr qu'ils m'ont trouvé. Ils ont utilisé ce qui leur restait d'argent pour engager un détective privé. Ils se sont envolés pour ma ville. Un jeudi après-midi, mon assistante m'a appelé sur l'interphone. « Adam, il y a 2 personnes ici. Elles ont l'air très bouleversées. Elles disent-moi qu'elles sont vos parents. Je les ai regardées sur la caméra de sécurité. Ils étaient là, plus vieux, courbés. L'arrogance de mon père avait disparu, remplacée par une sorte d'épuisement gris. Ma mère avait l'air frêle. Ils étaient plus petits. Le pouvoir qu'ils avaient exercé sur moi s'était évaporé. Je les ai fait entrer. Pas dans la salle d'attente, dans mon bureau, mon territoire. L'espace était grand, minimaliste, avec un mur de verre donnant sur le port et l'océan. Un sol en béton poli, un grand bureau en noyer. Un terrain neutre, mais un terrain où j'avais 100% du pouvoir. Ils se sont assis sur les fauteuils en cuir que j'avais payés, l'air complètement déplacé. Des reliques d'une vie que j'avais chirurgicalement enlevée, comme une tumeur. L'excuse. Elle est venue, comme je m'y attendais, brisée, larmoyante, entrecoupée d'apitoiements. Nous ne savions pas quoi faire, a commencé mon père, sa voix autrefois tonitruante maintenant un murmure. Ton frère était dans une si mauvaise passe. Nous voulions juste protéger la famille. La famille. Cet idéal abstrait, cette image. Ils n'ont jamais dit « protéger Michael ». Ils ont dit « la famille », ce qui confirmait que je n'en avais jamais fait partie. J'étais une pièce sacrifiable. Puis, l'inévitable requête. Ma mère s'est penchée en avant, ses mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. « Rentre à la maison, Adam, s'il te plaît. La maison est... tout est cassé. Aide-nous à réparer les choses. » Ils voulaient que le responsable revienne. Ils voulaient que la fondation qu'ils avaient dynamitée revienne d'elle-même pour soutenir la façade pourrie et effondrée. Ils n'avaient rien appris. Ils étaient juste à court d'options. Ils avaient besoin de leur bouc émissaire pour redevenir leur sauveur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je les ai simplement regardés. Et j'ai ressenti l'endroit où l'amour filial avait été. Ce n'était plus une blessure. C'était un vide. Une absence. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. Ma voix était calme, mesurée, indifférente. Vous avez fait votre choix, ce soir-là, et j'ai fait le mien. Je leur ai expliqué, sans chaleur ni colère, que j'avais survécu malgré eux, pas pour eux. Que leur définition de la famille était un marché que je n'étais plus intéressé à accepter. Je me suis levé. C'était le signal. La réunion était terminée. Mon respect pour moi-même, ai-je conclu, vaut plus qu'une réunion vide. Vous avez fait votre choix il y a 12 ans. Vivez avec, comme j'ai vécu avec. Je leur ai demandé de partir. Mon père a essayé de parler à nouveau, ses yeux implorants, mais il n'y avait plus rien en moi qui pouvait répondre à cet appel. C'était trop tard. 12 ans, trop tard. J'ai demandé à mon assistante de les raccompagner. Je me suis retourné vers ma fenêtre, regardant un porte-conteneur manœuvrer lentement dans le port. L'air dans mon bureau semblait plus léger, purifié. La porte s'est fermée derrière eux. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis retourné à mon bureau. J'avais un bilan à examiner. J'avais du travail à faire. J'ai appris plus tard, des mois après, par un bref email d'Elena, le seul contact que j'avais gardé par respect mutuel, qu'ils avaient vendu la maison familiale pour payer les dettes et les frais de justice de Michael. Ma mère vivait seule dans un petit appartement. Mon père avait eu des problèmes de santé. J'ai reçu cette nouvelle en examinant des manifestes d'expédition. J'ai lu l'email. Je l'ai fermé. Et je n'ai rien ressenti. Pas de joie. Pas de victoire. Pas de tristesse. Juste une absence. Ma vindicte n'était pas leur destruction. C'était mon indifférence.
Ma paix conquise était le fait de savoir que ma vie, mon travail, mon avenir, tout cela m'appartenait. Ils n'étaient plus que des fantômes. Et moi, j'étais libre.